appelé invité Dominique Bourrel, c'est parce que c'est le grand biographe de Martin Buber, philosophe de la relation et d'un rêve méditerranéen de dialogue au commencement et la relation. On renvoie à nous-mêmes. Notre Institut catholique de la Méditerranée, qui fêtera avec l'ISTR surtout l'année prochaine ses 30 ans, est centré sur la question du dialogue. Le dialogue avec tous, mais aussi le dialogue avec les religions. Et Martin Buber, qui a grandi à Lemberg, a grandi dans un milieu plurireligieux. Et c'est donc le dialogue qui est au cœur de l'attention, de notre attention aujourd'hui en suivant cette conférence. Merci Dominique d'avoir accepté de venir dans cette petite ville de France et de la Méditerranée. Mais voilà, les perspectives sont importantes et je sais que vous nous parlerez aussi du rêve de Martin Buber avec Giorgio La Pira sur la Méditerranée, quelque chose qui prend cher en ce moment. J'étais encore à Bari avant-hier et il me disait combien les instituts de théologie, mais aussi les maires d'Italie et de Méditerranée préparent la rencontre de Florence. Donc, combien d'années après la conférence de Florence de Martin Buber et Giorgio La Pira, vous nous le direz, Dominique. Le premier dossier, c'est Buber, était, comme vous savez, un grand historien des religions, et puisque c'est celui qui a, sinon en réalité, fait redécouvrir le chassidisme, donc c'est partie de la mystique juive qui était à l'époque complètement négligée parce que ça faisait pas assez chic, quoi. Et le deuxième, c'est bien sûr, c'est un philosophe, donc le grand livre s'appelle Je l'ai-tu, publié en 1923, et développe toute une théorie anthropologique, enfin c'est ça qu'il voulait faire en tout cas. Le troisième dossier qui est fascinant, alors là il faut avoir fait quand même allemand, sinon première langue, du moins deuxième langue, c'est la traduction de la Bible, puisqu'il a commencé à publier avec son ami François Rosenzweig en 1925, et qui s'est arrêté en 1929 à la mort de Rosenzweig, et qu'il a terminé tout seul en 61 en Israël. Donc ça, c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire. Cette Bible, d'ailleurs, a été rééditée en paperback et très utilisée par tous les chrétiens, notamment allemands, autrichiens, parce que ça fait, on parlait tout à l'heure, un peu un effet Chouraki, quoi. Tout d'un coup, les gens, quand ils lisent ce texte-là, ils sont quand même un peu heurtés, parfois de manière positive et parfois de manière négative. Le quatrième, c'est son importance politique dans le cadre de l'éducation pour adultes. Il a fait, depuis la République de Weimar, un très gros travail pour l'éducation pour adultes et naturellement la compréhension et la reconnaissance des Arabes. On oublie toujours que ces Arabes sont pas seulement musulmans, bien en même temps chrétiens, enfin pas en même temps, mais aussi chrétiens. Et donc ça a été un des premiers à mettre le doigt sur ce qui fait mal. 1878, sa naissance, donc vous voyez que ça nous met avec le vieux Sigmund, avec Schnitzler, avec Stefan Zweig, c'est ce monde-là. Ensuite, Lemberg, étude à Leipzig, à Berlin et à Zurich et à Vienne. Il rencontre là sa femme qui est chrétienne, qui se convertit et qui était convertie au judaïsme et au sionisme. Et chez eux, ça a été, j'ai bien connu encore un fils qui était un monsieur âgé dans les années 80, et on mangeait bien évidemment kasher, plus ou moins light comme on pouvait le faire à Vienne ou à Berlin. Mais enfin, les gosses ont été élevés comme des enfants. C'est comme sur Thèse en 1904 sur justement la mystique chrétienne, notamment Nicolas Cuse. Donc ça, c'est un sujet très intéressant. Comment ça se fait que tous ces jeunes juifs, c'est pas le seul, travaillent à ce moment-là sur le ce qui est un moment jusqu'à Hannah Arendt qui a fait sa thèse sur Augustin, comme vous savez. C'est pour ça que quand on dit qu'il n'y a pas eu de symbiose, le grand cheval de bataille de Chauvel en disant tout ça, c'est des gens qui se parlaient qu'à eux-mêmes, c'est pas tout à fait vrai. Et puis l'autre remarque un peu narquoise, c'est les couples mixtes. Quand il y a 40, quand il y a 30 ou 40% de couples mixtes, on ne peut pas dire que les gens ne se sont pas parlé. Et là, on a une première vue de la Méditerranée, 1905-1906. Il a passé à peu près une année universitaire à Florence, puisqu'il a étudié la philo, la germanistique et l'histoire de l'art. D'ailleurs, on n'enregistre pas. Son truc, au début, c'était vraiment l'histoire de l'art. Et donc, il s'est toujours promené avec quelqu'un pour s'occuper des enfants, quelqu'un pour faire la cuisine, etc. Et il a ramené une babysitter italienne, ce qui fait que son fils m'a raconté qu'il parlait italien au moins un jour par semaine à la maison, comme ça pour se détendre. Puis l'autre jour, c'était le français. Enfin,
C'est des mondes qui nous sont totalement étrangers aujourd'hui. Mais Buber était quelqu'un qui connaissait 5-6 langues. J'ai publié une fois un de ses articles, une de ses conférences faites à Pontigny avant la Deuxième Guerre mondiale. Il fallait l'apporter comme ça à l'imprimeur. C'était impeccable, comme Raymond Aron, quoi. Il y a des gens, quand ils parlent, ce n'est pas mon cas, vous allez voir, quand ils parlent, c'est écrit. Enfin, là, c'est écrit aussi, mais c'est absolument impeccable, quoi. Sans saillie, sans blague, sans... Et Buber était comme ça. Ce qui fait d'ailleurs, c'est un grand plaisir de travailler. Bon, j'ai passé une vingtaine d'années dans ces archives. D'abord, la graphie est formidable, ce qui aussi est plus facile, pas seulement pour l'allemand, mais pour l'hébreu, parce qu'il y en a quelques-uns, je peux vous dire qu'il faut quand même, quand vous n'êtes pas du tout un local, on a quand même un peu de mal. Buber écrit très bien et parlait très très bien, souvent d'ailleurs, comme certains de ces philosophes allemands, trop bien. Hein, donc, une espèce de côté ensorcelant comme ça de sa prose qui fait plaisir. Et puis après, on a envie de se dire, bon, de quoi il nous parle quand même là? Qu'est-ce qu'il y a en dessous? Ah oui, quand vous faites de la philosophie, vous faites la philosophie, aussi la philosophie allemande, et tout le monde sait bien qu'on est emporté comme ça par quelque chose d'absolument extraordinaire. Le cas d'Heidegger est bien sûr reconnu de tout le monde. Et puis tout d'un coup, vous vous dites, mais qu'est-ce que... Alors c'est pour ça que parfois, j'en ai eu moi quelques-uns, comme Georges Morel, des professeurs qui parlent comme ça, qui traduisent le texte directement et qui après disent, ben voilà ce que ça veut dire. Et parfois, c'est quand même assez utile, quoi, hein, parce que sinon, on est resté dans notre superbe balancement. Et donc, il très tôt, donc, il panache un peu toutes les disciplines. C'est pour ça que pendant longtemps, il a été un penseur sans étiquette, ou alors avec 3 ou 4 étiquettes, comme vous l'avez vu. Il s'est lancé très, très tôt dans la sociologie. Il a d'ailleurs fondé à l'Université hébraïque de Jérusalem le département de sociologie. Et il a publié toute une série de petits livres dont vous avez lu certains en traduction sans savoir que ça venait de là. Lou Salomé, par exemple, le petit livre de Lou Salomé sur Eros, qui est formidable, Mautner sur le langage, Landauer sur la révolution. C'était des petits fascicules comme ça d'une de pages, et il y en a à peu près une quarantaine, donc avec Treulch, avec Zombart, enfin avec toute la Samuel Parts de l'intelligence de son temps. Et très vite, alors, il va aller habiter à Heppenheim, qui est donc un petit, presque un village, on peut le dire, à mi-chemin entre Francfort et Heidelberg. D'abord parce qu'il avait 15 000 livres, comme quelques-uns d'entre nous, donc à Berlin, comme à Paris aujourd'hui, c'est un peu difficile de les caser. Deuxièmement, il avait des enfants, il s'est après occupé de ses petits-enfants, etc. Et donc à Heppenheim, vous avez aujourd'hui non seulement un musée Buber, non seulement sa maison, mais le secrétariat général des associations judéo-chrétiennes. Et donc, il y a une lettre qui paraît régulièrement en 5-6 langues, et donc c'est un endroit tout à fait extraordinaire où il a habité donc de 1916 à 1938, après avoir projeté dès 1902 l'université hébraïque de Jérusalem. C'est-à-dire qu'en disant, c'est bien gentil, tous ces bac plus 15, là, tous ces prix Nobel, tous ces élèves d'Einstein, tous ces gens-là, qu'est-ce qu'on en fait? Ils n'ont pas le droit, ils ne peuvent pas enseigner. Quand ils peuvent enseigner, ils ne peuvent pas aller tout en haut de la hiérarchie, même pendant la République de Weimar. Sinon, c'est un peu gigantesque d'ailleurs, hein, parce que sinon, il y a une phrase formidable de Max Weber, le sociologue, à qui on demande une recommandation pour les profs. Et Weber, qui n'était pas du tout juif, qui a fait des livres d'ailleurs tout à fait extraordinaires sur l'éthique protestante et le capitalisme que nous connaissons tous. Et Weber dit, écoutez, c'est très simple, chers collègues, je vous envoie 2 listes. Une liste avec des juifs et une liste sans les juifs. La liste avec les juifs, les 3 premiers, c'est 3 juifs. Celle d'après, il y a 3 non-juifs. Mais sachez bien que le premier de la liste non-juive est bien en dessous que le 3e de la liste des juifs. Et ça a dû agacer quand le Herr Professor qui a lu ça à Munich en 25 ou en 30 a dû être quand même extrêmement agacé, enfin en 25 parce que Weber est mort plus tôt, a été très agacé avec ça. Et ça pose un vrai problème. Avec un peu de chance, on peut aussi quand même parler de choses un peu plus triviales. Vous savez que maintenant, on fait beaucoup d'alter-histoire, c'est-à-dire on dit qu'est-ce qui serait passé si on avait gagné la guerre, si les Allemands avaient gagné la guerre, etc. Alors un jour, dans un dîner en ville, les gens disent, on va faire, je crois que le volume est sorti, qu'est-ce qui serait passé si les Allemands avaient gagné la guerre en 18? Et alors on s'est dit, très bien, on va prendre les protes, les philosophes, tout ça, toutes ces gens-là. Puis on va prendre faudrait un chapitre sur les Juifs. Alors bien évidemment, c'est tombé sur moi. Et on va demander à Dominique de faire un chapitre sur les Juifs. Alors j'ai réfléchi, et je dis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je voulais que je vous dise que dans les années 40, la moitié des universités allemandes auraient 25%, pour être gentil, sinon 30 ou 35% de profs juifs. C'est ce qui a marqué dans Mein Kampf. Donc vous comprenez, on peut pas. C'est difficile quand on joue à ce jeu-là. Vous imaginez une université avec les élèves de Freud, les élèves d'Einstein, les élèves juifs d'Heidegger, les grands élèves d'Heidegger, c'est tous des juifs.
parlera même pas d'Hannah Arendt pour pas être désagréable, mais Hans Jonas, c'est tous des Karl Leuwitz, c'est tous des juifs. Donc vous voyez, cette République de Weimar qui a vu cette efflorescence extraordinaire de la philosophie, de la pensée et de la littérature, même, qui était la première démocratie allemande, comme on sait, même dans cette République de Weimar, on ne pouvait pas accéder à un poste de fol professeur, ou quand il y en avait un, on disait, ben ça va, il y en a déjà un. Et vous voyez dans les archives, le ministre, par exemple, Karl Heinrich Becker, qui est un grand islamologue et qui était ministre de la Science de la République de Weimar, il dit, mais je viens de nommer, alors Tillich lui écrit, vous avez l'impression d'être dans un endroit incroyable. Tillich écrit en disant, on faudrait nommer celui-là. Et le ministre dit, écoutez, j'ai déjà nommé un Feuchtwanger ou un Rosenzweig à cette place, alors on ne peut pas en mettre un deuxième. Donc vous sentez là bien dans la bureaucratie le problème, parce qu'on sait très bien qu'il y avait, on pourra en parler tout à l'heure dans la discussion, mais vous savez ça mieux que moi, que le taux d'alphabétisation est formidable, que le premier engagement de la Torah, c'est de lire la Torah avec son fils. Et donc, mon ancien patron de thèse, Pierre Chaunu, il disait, vous savez, la Révolution française, c'est bien, mais ça a été fait par 50% d'analphabètes. Ce qui est tout à fait juste. Quand vous regardez les cahiers de doléances, les gens font une croix et c'est les avocats qui étaient arrivés avec ça en disant, tu signes là. Ça n'existe pas dans le monde juif. On pourrait dire d'ailleurs de manière désagréable, dans le monde juif, mal. Parce qu'il y a toute une autre tradition pour les femmes. Mais dans le monde juif, il n'y a pas d'analphabétisme. La raison pour laquelle, d'ailleurs, quand les bons pères, quand nos chers papes expulsaient les juifs, ils gardaient quand même les banquiers, les médecins, en disant non, les autres, on les vire, mais ceux-là, on les garde parce qu'on sait que, parce qu'on sait que c'est des bons. Et c'est allé encore plus loin que vous pensez. Il y avait en Égypte, par exemple, dans les années 50, c'était le Moël du Caire qui faisait la circoncision pour les musulmans. C'est-à-dire que pour un musulman, on prenait là le péritomis, ça se dit péritomis normalement dans le langage châtier, et c'était ceux-là qui faisaient la circoncision. Je veux dire, on a perdu cette idée-là, et des deux côtés, naturellement, j'allais dire, ils s'en vendent pas. Alors donc ça, c'est quelque chose de très intéressant et qui qualifie cette République de Weimar, dans lequel Buber a été déjà le grand représentant du judaïsme, il est le grand haut-parleur, si je puis dire, du monde juif, il est invité partout, c'est un peu un verbomoteur. Encore une fois, il écrit très bien, il parle encore mieux. Il a très vite sa tête que vous connaissez. Mon ami Charbit dit toujours, Buber, c'est d'abord une tronche. C'est-à-dire qu'il a, vous le connaissez tous, il a son look de prophète comme ça. Donc là, c'est tout à fait extraordinaire, changeant de langue comme ça. Et son assistant, qui est mort maintenant, qui était le pionnier de la sociologie, là-bas, qui s'appelait Eisenstadt, il me disait, c'était tout à fait extraordinaire, c'était un peu comme Lévinas, il avait des citations plein les poches, dans 5 langues, 10 langues, Dostoïevski, comme ça, comme un magicien, vous savez, avec les colombes, comme ça, les gens, alors il avait toujours une citation dans la langue originale, des Grecs, des Romains, des Allemands, c'est tout à fait extraordinaire. Ça va un peu être passé. Très tôt, pendant cette République de Weimar, ils fondent ce petit groupe qui s'appelle le Brit Shalom. Donc, très vite, avant la déclaration Balfour, dans la lignée de Ahad Ha'am et de pensées que nous connaissons bien, en disant faites attention, on doit rentrer chez nous, c'est chez nous, il n'y a pas de débat. Donc tous les anti-Buber qui vous disent ils ne voulaient pas d'État d'Israël, etc., c'est pas vrai. Mais chez nous, il y a déjà des gens. Professeur de religion comparée, et il a démissionné tout de suite en 1933 avant qu'on le vire, un peu comme Einstein, quoi. C'est des gens qui n'ont pas attendu en disant moi vous ne me virez pas, c'est moi qui pars. Alors qu'il y en a d'autres comme le célèbre historien Kantorowicz, les deux corps du roi, qui ont cru jusqu'à la fin que Kantorowicz était un réac, était un type des corps francs, et on dit, tous ces gens-là étaient blessés pendant la guerre de 14, en veux-tu, en voilà, et on se sont dit, à moi, on ne fera rien. Et bien évidemment, il y a un moment où on a dit, bon, écoute, on est désolé, mais il faut aussi que vous débarrassiez le plancher. 1938, Jérusalem, premier cours en hébreu, on lui avait bricolé une chaire de philosophie de la société, parce que les religieux disaient, non, nous, on ne veut pas de ce type, c'est pas possible, il lit trop de Spinoza, et alors les judaïstes ne veulent pas entendre parler, et pour les philosophes, c'est de la mythologie. Disant, mais qu'est-ce que c'est que ce type? Il parle de Dieu tout le temps, tout ça. Et donc, Scholem, Bergman et toute sa bande, si je puis dire, de Yéké, de juifs allemands, comme on les appelle comme ça, à l'époque, a dit, mais écoutez, si Buber n'a pas de chaire dans une université hébraïque à Jérusalem, on marche sur la tête. Donc, on lui a bricolé une petite chaire, enfin une grande chaire, et il s'en est très bien trouvé, ça l'amusait un peu. Et donc, il a enseigné la philosophie de la société jusqu'en 51-52, âge où il a pris sa retraite. À ce moment-là, il est extrêmement actif en Israël, il publie de tous les côtés, il a toute une série de disciples,
dans le cadre, j'en parlais tout à l'heure, de la formation permanente, c'est-à-dire on dit la formation pour adultes et la formation permanente, de la reconnaissance avec les Arabes, et là il se met à voyager plus qu'avant. Il va en Suède où il était très lié avec Hammarskjöld, ça s'écrit Hammarskjöld, hein, mais je peux rouler des mécaniques parce que j'ai été 6 mois à Uppsala pour lire ces papiers-là, et donc on dit Hammarskjöld, qui était, comme vous savez, le secrétaire général de l'ONU, qui a traduit Je et tu en suédois. C'est-à-dire que vous avez là, c'est tentaculaire, c'est pour ça que c'est fascinant, bien évidemment. Et il a été 3 fois de suite aux États-Unis, où là, il a recommencé d'ailleurs une sorte de carrière. Ça a été très bien traduit, et là, il était très bon, forcément. Il y avait des amphis immenses, ou alors de temps en temps, il demandait simplement le dialogue, c'est-à-dire en disant, vous me prenez 15 étudiants, et on lu tel ou tel texte, et on va faire un séminaire. Parce que c'était plutôt, c'est je et tu, quoi, hein, c'était plutôt sa manière de fonctionner. Et donc, il a été justement à cheval sur 3 ou 4 cultures, en gardant toujours la sienne. C'est toujours resté. Il n'y a pas de problème d'athéisme chez Buber, contrairement aux autres, hein, à Rosenzweig qui a failli se convertir, à Scholem qui était un anarchiste, qui était dépressif, qui était. Pour Buber, il est resté le petit gosse d'Eppenheim, de Lemberg, dont le grand-père Salomon Buber était un spécialiste des Midrashim et était un grand savant de la science juive, en même temps banquier, comme ça se faisait à l'époque. Et donc, c'est très étonnant. Et donc, il est mort en 65, effectivement un peu trop adulé, enfin absolument couvert d'honneur dans ses dossiers. Après, il y a toutes les distinctions, les diplômes d'honneur, etc. Il a d'ailleurs frôlé plusieurs fois le prix Nobel, mais il y en a qui voulaient lui attribuer le prix Nobel de la paix et les autres qui voulaient lui attribuer le prix Nobel de littérature à cause des textes sur le chassidisme et sur la mystique juive. Et après, comme toujours, d'ailleurs, à mon avis, le prix Nobel qui a été attribué à Agnon en 66, 1 an après sa mort, a été probablement attribué parce qu'ils se sont dit, bon, on a loupé Buber, ce qui était compliqué parce que c'était déjà comme aujourd'hui. Si on le donne à Buber, faut le donner à un musulman, faut le donner à un arabe en même temps. Il n'y en avait pas beaucoup. Il y avait un élève de Massignon dont le nom m'échappe, qui était aussi ministre de la Culture en Égypte, etc. Mais sinon, il n'y en avait pas beaucoup du même format. Hein. Et donc, c'est passé de lui et on l'a attribué, comme vous savez, à Agnon. Donc, les livres qui sont les plus connus de lui, vous savez, c'est l'histoire du Baal Shem Tov, l'histoire de Rabbi Nachman. Tout ça est en français, tout ça est en livre de poche, donc c'est pas difficile en sortant, prenez la première librairie et puis vous pouvez lire ces textes-là. Maintenant, la Méditerranée. Comme je vous ai dit, il a été 1 an à Florence, plutôt sur lequel on sait d'ailleurs pas grand-chose, y compris mes petits copains érudits, et y compris quand vous faites une biographie. Vous savez, quand vous êtes à 800-850 pages et 20 ans, vous avez votre femme, votre mère et votre éditeur tous les jours au téléphone. Donc, il y a un moment où, oui, bon, allez, maintenant, Basti, Schluss, on va finir, tant pis. Tant pis pour le fond La Pirate, tant pis pour le fond Claudel, tant pis pour le... Parce que ça, c'est une excuse formidable pour pas terminer ces biographies. Et donc là, je me suis arrêté, et tout le cas de Florence et le cas de ses rapports avec l'Italien, l'entrée de Buber dans le monde italien, parce que n'oubliez pas que les Italiens, ils ont une partie qui ont été austro-hongrois, donc ils savent très bien l'allemand. Tout le nord de l'Italie, les profs encore aujourd'hui, hein, lisez les livres de Claudio Magri, etc., c'est l'effet Trieste. Il y avait un moment où d'ailleurs il traduisait beaucoup plus que nous les Français. Moi je ne connais pas mon maître François Furet par exemple, lisait, c'est pas une très bonne lecture, mais a lu Carl Schmitt d'abord en italien parce qu'il ne savait pas l'allemand. Donc on a beaucoup de gens comme ça qui sont passés par l'italien. Et donc l'entrée de Buber dans le monde italien, qui est un monde catholique comme chacun sait, est fascinant. Donc ça, c'est quelque chose, il m'est arrivé d'ailleurs à mon âge, on est comme ça, on a besoin de gens, ils vous invitent comme ça, comme potiche à droite à gauche, et j'ai été à Modena pendant 1 mois et demi pour faire une série de cours. Et alors pour me faire plaisir, il m'avait mis en face de la synagogue, parce qu'il pensait que j'étais un juif, forcément. Synagogue qui est fermée depuis toujours, enfin depuis en tout cas la Deuxième Guerre. Et là, tout d'un coup, alors je l'ai quand même fait visiter aux étudiants, du coup, je leur ai dit, écoutez, on est là. On m'a trouvé une vieille dame qui était là, qui est sortie, qui est arrivée, qui a commencé à nous faire visiter, qui a sorti des lettres de Buber, en disant, je me souviens très bien quand Buber était en Italie, voilà ce qu'on a fait avec lui, voilà ce qui s'est passé, etc. Il y a un truc dont je n'avais jamais, et les buberologues, on n'est pas beaucoup, hein, donc on se connaît quand même assez bien, dont on n'avait naturellement jamais entendu parler. Hein. Et d'ailleurs, parmi les meilleurs livres sur Buber sont des livres d'ailleurs d'italien. Je ne les ai pas en tête, mais vous devez pouvoir les trouver sans difficulté. Donc, vous voyez, avec Buber, vous avez aussi cet intérêt de comment marche une exportation de la pensée et qu'est-ce qu'on prend
qu'est-ce qui nous intéresse dans Boubert? À quel moment on fait le chassidisme? À quel moment on fait la politique? À quel moment on fait la Méditerranée? Donc après, il a été invité, à partir des années 60, il y avait ces études méditerranéennes, qui était donc une revue qui est apparue pendant un an, il y a 9 petits volumes, et la grande histoire, c'était donc celui de Giorgio La Pira. Je vois que, comme d'habitude, j'ai beau vieillir et de m'assagir et d'arriver avec des textes parfaitement tapés, je n'arrive pas à mettre le nez dessus. C'est incroyable, hein, bon, tant pis pour vous. Donc, il y avait un maire tout à fait extraordinaire qui s'appelait Giorgio La Pira, qui était un tertiaire de Saint-François et qui, à 2 occasions de suite, a été maire de Florence. Et quand il était maire de Florence, il a convoqué ses entretiens de Florence, où là, il a dit, bon, c'était un homme de la paix, quoi. Pour lui, la Méditerranée, c'était le grand lac de Tibériade. Hein, et donc, il écrivait pour le grand lac. Venez donc, alors, il y a eu un colloque en 58, le premier qui s'est assez mal passé, parce que c'est bien gentil de mettre 58, hein, c'est 10 ans après la création de l'État d'Israël. Hein, donc, il y a même pas, vous allez dire, il n'y a pas de Palestiniens, c'est pas vrai, mais d'inviter des gens qui sont égyptiens, qui habitent l'Israël, qui doit encore être d'ailleurs sous occupation militaire, enfin sous mandat militaire, une partie en tout cas, et inviter des gens du FLN, des Algériens, des Français, etc., c'était un peu explosif, et ça a été explosif. C'est-à-dire qu'à part certains Marocains, le prince héritier du Maroc était là. Et donc, il a essayé de rabibocher un peu tout le monde. Ça a très mal marché. Les gens sont partis au milieu de la conférence en disant jamais on va voir ces gens-là. Et donc, la Pira s'est dit, on va faire le deuxième. Et là, il nous faut, entre guillemets, du lourd. Puis, il nous faut un tout petit peu moins de politique. Si les gens de la politique veulent venir, ils viennent. Mais on veut des intellos, des littéraires, des poètes, des philosophes. Et là, il a dit à Boubert, il faut absolument que vous veniez. On est dans les années 60, hein, donc Boubert va mourir en 65. Donc, on est dans les années 60, il faut que vous veniez absolument. Les Égyptiens disent, nous, on vient que s'il y a Boubert. Georges Hénin, qui est un personnage très intéressant, qui a été journaliste après à l'Express, qui est mort il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, et il y a un gros volume de ses textes, a dit, moi, je ne viens que s'il y a Boubert. On a Miquel, Lacouture, on en a parlé tout à l'heure, on ne sait rien de ça. Il y a un peu de littérature sur La Pira, un peu, j'exagère, pas beaucoup. Il y a une fondation La Pira, et donc vous avez du La Pira, des lettres à Pie XII, etc. C'est aussi très convenable, comme on dit. Hein. Donc les choses qui nous intéressent sont moins convenables, quoi, hein, parce qu'un chrétien ou un catholique qui s'intéresse et qui travaille avec des juifs et des musulmans, aujourd'hui c'est la moindre des choses, mais à l'époque c'était vraiment pas le cas. Hein. Et donc Boubert est venu. On a la correspondance qui l'invite de La Pira. Alors, ils en ont fait d'ailleurs aussi un volume. Hein, c'est pas seulement Boubert, mais là, vous avez des. Alors, s'il y a un texte publié, on publiera les lettres. Il y a une dizaine de lettres que j'ai sous les yeux. Hein, si vous voulez, je peux vous les lire. Et puis, il y a bien sûr le début des associations judéo-chrétiennes qui viennent se greffer là-dessus. Et l'idée, c'est que pour Boubert, là, il va quand même falloir que je lise mon texte parce que Boubert a élu. Et on a des entretiens avec lui. Il n'a pas donné un texte. Le texte qu'il a donné, c'était pour les 3e entretiens, je crois en 62. Et là, il était vraiment trop vieux. Il a dit ça, je ne peux vraiment pas venir, mais je vous envoie un texte sur la Méditerranée, justement, le lac Tibériade de l'humanité, etc., etc. Parce qu'en même temps, quand on est doué et qu'on est en pleine forme, on fait plusieurs choses en même temps. En même temps, j'allais dire, souvenez-vous, c'est pas très gentil. Dans les années 60, c'est à ce moment-là qu'on commence à se bagarrer pour les juifs russes. Bien avant, Elie Wiesel, etc., il y a à Paris, avec Jean Kelevitch, avec toute une série d'intellectuels, des manifestations et des colloques pour, non pas délivrer, mais essayer que le judaïsme russe se porte mieux qu'à l'époque où il y avait rien de cachère, ils étaient vraiment piratés, c'était une catastrophe. Donc Boubert était venu aussi là. Donc vous voyez, il est vraiment sur tous les fronts, et des fronts politiques, quoi, là, où là, bien évidemment, c'est son nom, c'est son œuvre qui joue là, il y a des passages absolument extraordinaires avec l'ambassadeur de Russie, Vinogradov, à Paris, qui dit, mais enfin quand même, les Russes, mais non, ils sont très bien traités, vous savez, c'était du genre comme en RDA de l'époque, hein, parce qu'en plus, c'est encore plus intéressant que vous pensez, parce que la moitié des gens qui sont dans les associations franco-russes de l'époque, c'est des communistes, et un coup sur deux, des juifs. Des juifs totalement sécularisés, bien évidemment, mais c'est des juifs. Donc à un moment, et tout comme d'ailleurs dans les mouvements du nationalisme du Maghreb, d'Égypte, tout ça, c'est des juifs, bien évidemment. Tous les Sarfati de la terre et tous ces gens-là, c'est des gens qui sont juifs. Hein. Les élèves, comment il s'appelle celui qui a été en prison? Oui, Sarfati, puis il y en avait un autre qui était en prison. Enfin, tout cela, c'est des juifs. Donc à chaque fois que vous avez l'impression d'avoir réglé, entre guillemets, un problème de nationalisme, d'identité politique, etc., tac, vous en avez un autre derrière qui est, mais ces gens-là, c'est en plus des juifs. Alors, puisque à partir
partir de 48, comme il y a l'État d'Israël, ça va naturellement forcer un peu les angles, quoi. Hein. Maintenant, ça va un tout petit peu mieux parce que c'est dans les faits, quoi. Mais je me souviens, on parlait tout à l'heure de l'ambassadeur Hutzinger, il y avait au Bernardin une série d'études et de travaux sur justement la Méditerranée, et ils avaient fait, est-ce que c'était le processus de Barcelone ou quelque chose comme ça, un ancien ambassadeur pour me corriger, et là, ils étaient assez contents, ils avaient mis un ou deux Israéliens dans le coin, ils avaient mis un Israélien arabisant, bien évidemment, et polyglotte comme secrétaire général, ça a duré ce que Dieu les roses, quoi, hein. Et puis au bout d'un moment, après, les gens ont dit, bon, de toute façon, avec ce type, nous, on ne veut pas. Donc, vous voyez, c'est pas facile, c'est formidable, intellectuellement, rhétoriquement. Il y a justement, j'avais apporté ici une espèce de casquette allemande de la Méditerranée. Il y a une Méditerranée allemande. Un de mes jardins secrets, c'est les professeurs d'arabe, les arabisants européens, c'est des juifs allemands. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu cette éducation dont on parlait tout à l'heure, bac plus 10, grec, latin, etc. L'université allemande, qui est jusqu'en 33, une chose dont on n'a plus l'idée aujourd'hui parce qu'on l'apprend pour l'université américaine. Mais l'université américaine, elle est faite sur le modèle de l'université allemande, avec d'ailleurs des Allemands émigrés, ou des Hongrois, ou des Autrichiens, vous mettez ce que vous voulez, mais plus Mitteleuropa, Europa, tu meurs. Et vous voyez bien, le prof d'arabe, il s'appelle Friedman, Rosenfeld, Kantorowicz, etc. Vous dites, tiens, mais le type qui a fait l'édition du Coran, là, le papa était rabbin, ou le grand-père était rabbin. Eux ne voulaient pas être rabbins, mais on fait de l'arabe. Souvent très bien. Et d'ailleurs, aujourd'hui, à Jérusalem, on a aussi un des meilleurs départements à l'université hébraïque, de l'université, des Arabes, le département d'arabe, et le département de civilisation musulmane est un des meilleurs au monde. Hein, et on n'est qu'à citer simplement quelqu'un qui n'a pas toujours bonne presse en France, mais Bernard Lewis, par exemple, qui était quand même un de nos plus grands arabisants. Et là, on va fermer tout de suite la parenthèse, parce que sinon on est foutu. Là, il y a des élèves de Louis Massignon. Hein, les élèves de Louis Massignon, qui sont justement souvent des arabisants allemands, qui savent le français, puis qui sont venus se planquer en 1933. Pinès, tous ces gens, ils ont tous passé 3 ou 4 ans en France, puisque c'était quand même moins loin de l'Allemagne. Et Buber est dans ce milieu-là. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Plessner et des gens qui, pour certains d'entre nous, sont juste des footnotes, juste des notes de bas de page, mais c'est ces étudiants. Et pour ces gens-là, ils font de l'islamologie, pas à cause de Buber, mais avec ça dans la tête. Hein, avec ça dans la tête, il ne faut pas oublier. Alors aujourd'hui, tout ça c'est manifestement peut-être un peu estompé, mais il ne faut pas oublier toutes ces choses-là. Alors, oui, j'avais noté là que Buber meurt l'année de Nostra Aetate, donc en 65, hein, pour terminer la biographie. Donc, vous voyez, 1878, 1965, 2 guerres mondiales, la Shoah, la création de l'État d'Israël. J'avais dit une fois à mon éditeur pour l'embêter, on pourrait faire un volume par an. Alors, il a commencé à avoir un peu peur, forcément. Donc, je lui ai dit, non, on va… Et vous avez vu, j'ai été gentil pour mon éditeur, et j'aurais pas dû le faire. Les notes, je suis un fanatique, comme j'ai fait la moitié de mes études en Allemagne, je suis un fanatique des notes de bas de page. Eh bien, j'ai mis dans les notes, pour être gentil, uniquement le nom et la date. Parce que je me suis dit, comment faire? L'éditeur m'a dit, si tu mets ça dans le cloud, comme disent les jeunes, hein, si tu mets ça dans le nuage, là, au ciel, le reste, Ukrainian Studies, etc., ça fait de la place. Donc, je me suis dit, génial, je vais gagner 80 pages et je vais envoyer le truc pour montrer que j'ai beaucoup lu, ce que tout le monde sait. Et les gens qui ne le savent pas, ça m'est égal. Et donc, eh ben, les gens ne regardent pas, même les collègues me disent, enfin, Dominique, tu ne peux pas citer comme ça Bernard Lewis, Princeton, 1995. Je lui dis, et pourquoi? Toi qui as 20 ans de moins que moi, tu as bien vu, à la fin du livre, on dit, tu tapes Buber, Albin Michel, et ouf, et là, il y a de la science, quoi, enfin. Hein. Et je me suis dit, alors que les Allemands, quand on a fait la traduction allemande, l'Allemand a dit, ah non, pas de ça chez nous. Nous, on veut absolument tout à la fin du bouquin. Donc, en plus, le bouquin est cartonné, enfin, c'est une arme, quoi. Alors que Albin, vous avez vu, ils ont réussi à faire un faux paperback. Il est épuisé, là, depuis longtemps, il va être retiré à Noël. Ils ont réussi à en faire un faux paperback, quoi. Hein. Un faux truc un peu souple, avec quand même 850 pages, quoi. Hein. Mais quand vous regardez justement avec précision ces notes, même dans le cloud ou au paradis, si vous voulez, Bachelard disait que le paradis était une immense bibliothèque. Et je trouvais que c'était une belle idée. Et là, vous avez tout ce dossier. La Pira, encore une fois, il y en a là, les textes en allemand, parce qu'il y a des journalistes qui sont là. Du père Riquet qui est là, il y a des photos inouïes, bien évidemment. J'ai bien sûr Michael,
qui sera professeur au Collège de France, etc., etc. Alors, je voulais quand même vous trouver, si j'arrive à le trouver, le texte de Boubert, qui est tous les faits donc, de cette Méditerranée allemande et Méditerranée française. Vous avez Gabriel Eodizio, Paul Valéry, je n'ai pas à dire ça ici à Marseille, quoi, hein, mais vous connaissez tout ce tropisme comme ça méditerranéen qui commence d'ailleurs aussi avant la guerre avec des architectes, il y a toute une histoire comme ça, une mémoire méditerranéenne européenne qu'on ne connaît pas toujours ou qu'on limite à la littérature, à la philo. Et là, j'ai un petit volume qui s'appelle La Méditerranée allemande. Et justement, quand vous regardez ça, la Méditerranée allemande, vous vous apercevez que la moitié, et je dis la moitié pour être gentil, c'est des juifs allemands, ils s'appellent Philippson, Alors les gens ne savent pas, parce que les gens qui travaillent là-dessus, ils ne sont pas obligés de savoir que le Philippson, qui a fait 2 ou 3 volumes standards sur la Méditerranée, c'est le fils du rabbin Philippson, que vous connaissez parce que c'est lui qui a traduit la Bible qui était dans la bibliothèque de Freud. Et donc, mon maître Yerushalmi a fait un livre formidable sur Moïse et le monothéisme. Donc, vous voyez, c'est toujours encore plus intéressant qu'on pensait. D'ailleurs, pour ça que j'ai choisi, je m'en suis aperçu au cours, ce domaine c'est démoniaque, quoi, enfin, hein, parce qu'à chaque fois que vous tirez une ficelle, après, vous dites, ah, mais c'est ça, moi, ça. Tu dis, comment ça, mais tu ne sais pas qui est ce type-là? Et alors, vous avez des situations invraisemblables. Brodel a écrit sa Méditerranée, dans un camp, là, il était en Oflag ou un camp d'officiers en Allemagne. Et comme il faisait déjà le Herr Professor, il avait le droit de demander des livres à la bibliothèque de l'université locale. Je me souviens plus de laquelle, vous trouverez ça dans tous les livres et peut-être même dans un des articles. Et on lui donnait toutes les semaines, on lui apportait des livres. Et moi, j'ai regardé la liste des livres qu'il demandait. Donc, bien évidemment, la moitié, c'était du Philippson, du Rosenkrantz, etc. Donc, vous imaginez, un type de la Gestapo qui va à la bibliothèque de l'université pour aller donner à un prisonnier français un livre écrit par un juif allemand sur la Méditerranée. Vous avez des trucs incroyables, là, comme ça. Hein. Et le temps qu'on s'en aperçoit, parce que les gens qui s'occupent de la Méditerranée ne savent pas tous l'allemand. Les gens qui savent l'allemand, il y a quand même des protestants là-dedans. C'est aussi un autre domaine très intéressant, à savoir qui c'est l'allemand, comment, pourquoi, en France. Demandez à vos parents qui était le prof d'allemand et le prof de philosophie. Vous allez voir ce que vous allez entendre. Des Lévy, des gens comme ça, etc. Pour des raisons aussi extrêmement fascinantes à suivre. Et donc, tout ce milieu-là se retrouve autour de Boubert. Et d'ailleurs, ces volumes-là, il y a 7 ou 8 petits volumes. Ça a été fait par Hilbert et Thierry Fabre, hein, par la MNSH d'Aix-en-Provence. Hein, donc, vous pouvez les trouver sans difficulté. Et là, c'est un vrai plaisir parce que c'est vraiment à toutes les pages. Donc, et pour ça, vous avez aussi les cahiers du Sud, Thalassa, les études méditerranéennes. Ça a été assez bien travaillé. Je dis assez bien travaillé, c'est-à-dire vous avez 3 ou 4 articles, il ne faut pas non plus exagérer, puisque vous avez la volonté aussi de sortir de cette bagarre franco-allemande entre l'hellénisme et la latinité. Vous voyez, c'est-à-dire les Allemands, c'est les Grecs, ça vient depuis Hölderlin jusqu'à Heidegger, parler du poids de la Grèce sur l'Allemagne. Les Français, ils ont le latin, les juristes, etc. Donc, il y a l'école française d'Athènes, l'école française de Rome, qui au début est d'ailleurs jumelée avec des Allemands. Et puis après, l'archéologie, ça sert aussi à faire la guerre. Donc, on les vire. Hein, et on fait aussi notre propre école, plus petite, naturellement, avec moins d'argent, c'est comme aujourd'hui, quoi. Hein, on avait déjà commencé à l'époque à dire on fait une école à Athènes et à Rome, ou à Athènes et oui, elle était à Rome, et il y avait aussi un institut d'histoire de l'art à Florence. Au début, c'est européen, c'est formidable, et puis après, il y a naturellement une cassure, et ça se termine comment? Donc, c'est aussi probablement un effet Lapira. Oui, j'avais une citation de Humboldt. Vous voyez, on a tout ça en backstage, et il y a un personnage très intéressant, et là il vient de mourir, alors je lui en ai un peu parlé, il n'avait je sais pas qu'il n'avait pas tellement envie d'en parler, mais c'était plus son truc, c'est Jean Daniel. Jean Daniel est là-bas aux entretiens avec Lapira, Jean Lacouture bien évidemment, et correspondant de François en Égypte, Éric Rouleau pour Le Monde, et vous avez un Tunisien, Béchir Benyamin, il y a je crois d'ailleurs même Mehdi Ben Barka, donc après il faut regarder les photos, quoi, hein. Donc il faut qu'on ait nous des islamisants ou des spécialistes ça pour dire lui c'est le prince héritier, lui, on n'a aucune idée de tout ça, hein. Donc vous voyez, ça c'est encore, alors là vous avez quelques superbes photos justement avec Danielou, les papiers Danielou sont avant avec les papiers des jésuites, enfin vous voyez on a vraiment là encore de quoi faire.
Et il y a un des ouvrages que je voulais aussi signaler avant de lire le texte de Boubert, c'était l'ouvrage en 2 volumes de Émile Ludwig. Vous savez, Émile Ludwig était un biographe extrêmement connu, traduit beaucoup en français entre les 2 guerres de la République de Weimar. Il a fait un Bismarck, il a fait un Napoléon. Et ce Émile Ludwig, il s'appelait Kohn, naturellement, comme tout le monde, et il savait 5-6 langues, et il a fait 2 volumes sur la Méditerranée. Donc, il y a une sédimentation des ouvrages sur la Méditerranée, où vous avez un côté la découverte scientifique, c'est-à-dire les philologues, les archéologues, etc. De l'autre côté, les philosophes, les gens qui viennent éditer des textes et de la pensée, et bien évidemment des architectes, des politiques. Donc tout ça est une espèce de gâteau de la forêt noire, si je puis dire, ou une Jarre-Torte, avec et le temps de trouver autour d'une table des gens qui savent tous ces rayons, c'est bien sûr extrêmement difficile. Alors, voilà, Mehdi Ben Barka est venu au premier. Donc, le deuxième colloque où parle Boubert, ça s'appelle « Le monde méditerranéen et son avenir ». 3 sujets étaient au programme, de la société traditionnelle à la société moderne, la réforme de l'éducation et la promotion économique. Alors, le grand homme qui s'occupe de ça s'appelle Joe Golan, il a fait ses souvenirs, c'est pour ça, moi je l'ai encore connu, c'est vous dire mon âge, et l'autre c'est des gens, alors tout ça était très intéressant à écouter dans la bouche de ces gens-là, hein, mais c'était aussi bien évidemment enjolivé. Joe Golan, parce qu'il a été là, Golda Meir lui a enlevé son passeport, c'est-à-dire en disant on ne rencontre pas ces gens-là. Qu'est-ce que c'est de cette histoire? Joe Golan a joué un très très grand rôle après justement à Rome, hein, était italienisant et c'était le secrétaire politique avec Shaul Friedlander de Nahum Goldman, qui était le grand patron, le président des présidents comme on disait, et Joe Golan a eu toute une postérité à Rome, quoi, hein, a été un des interlocuteurs juifs importants et même israéliens importants des papes les uns après les autres. Voilà ce qu'écrit alors Éric Rouleau. Je cite le commentaire donc dans Le Monde du 4 octobre 60. Hein. L'image que l'on retiendra des débats et ce dimanche sera sans doute celle de l'Israélien presque centenaire, Martin Boubert, assis à la tribune, à côté de l'homme d'État égyptien Georges Hénin. Les 2 hommes confrontant publiquement leur conception sur l'évolution de la société traditionnelle dans la société moderne. La conférence est difficile à reconstituer parce que effectivement il n'y a pas de texte. J'ai retrouvé quand même, on va pouvoir le publier. Comme on fait dans les colloques, on vous demande 2 pages, ils disent ça un handout aujourd'hui, hein, c'est-à-dire vous donnez le plan là. Et là j'ai celui de Hénin avec les annotations de Boubert. Hein, avec Boubert qui souligne, qui interroge, etc. Puis j'ai un texte de Hénin, mais ça c'est refait après, parce qu'il est trop beau pour avoir été, on est des professionnels quand même, hein, donc quand vous voyez 15 pages superbes, vous dites c'est clair que le type on les a pas prononcés comme ça. C'est pas grave, hein, c'est aussi et c'est la raison pour laquelle de Boubert on n'a pas de véritable texte, mais on a des entretiens en italien, en allemand et en français. On a donc vous voyez le dossier, et encore c'est ce que j'ai photocopié et ce que je me suis dit, puisqu'on est en 1960, je me suis dit avant de faire une psychanalyse ou de divorcer, puisqu'il meurt en 65, il vaut mieux que j'arrête là, quoi. Hein. Mais donc, sinon, vous voyez, il y en a déjà comme ça, et dans les archives, il y en a tout ce que vous voulez, quoi. Je parle là que du fond de Boubert, bien sûr. Alors qu'il y avait 3 ou 4 Israéliens, Ulrich Haidt, qui était turcologue, Verblovsky, je crois, qui était quelqu'un qui s'occupait beaucoup d'histoire chrétienne, bien sûr, Yoshua Praver, qui, bien sûr, est spécialiste des croisades, tous ces gens-là venus aussi du monde syndical, Histadrut, Kibbutz, etc., et Uri Avneri, bien évidemment, Aola Mazer, enfin là je m'arrête parce que sinon, les gens qui connaissent Israël savent qu'on pourrait y penser un bon moment. Donc, vous voyez, et ça, c'est vraiment qu'un petit morceau. J'ai simplement toujours ça sous le coude, au cas où vous avez toujours quelqu'un qui se lève en disant « Mais j'ai bien connu machin, j'étais là et vous n'avez pas parlé de X ou Y ». Et à ce moment-là, naturellement, vous avez ça. Justement, mon petit père, vous n'avez pas de chance chez sa correspondance. Alors, la conférence est donc quasiment impossible à reconstituer. Hénin, l'Égyptien, est venu à la demande des Égyptiens, du ministre de la Culture, du ministre des Universités, et ça se passe en français. Donc, c'est aussi déjà mieux. Hein. Donc, ils parlent tous les deux, on a des photos, et avec les autres. Il parle donc pendant au moins 1 ou 2 fois, et puis il est intervenu avec une parabole. Il prend la parabole suivante, il fait une parabole, on pourrait dire presque un midrash, sur liberté, égalité, fraternité. Il indique que la première, la liberté, est partie vers l'ouest, la deuxième vers l'est, et la dernière a disparu.
Mais quant aux deux premières, la liberté et l'égalité, se sont tellement métamorphosées qu'on ne peut plus les reconnaître. On voit bien, donc, du côté de l'Amérique, du côté de ça, qui est une liberté qui coûte cher, et fraternité du côté du bloc soviétique, etc., c'est pas la peine d'en parler, et l'égalité, c'est pas la peine d'en parler, et le dernier reste, la fraternité, c'est ça qu'on vient faire sur les bords de la Méditerranée, et surtout à Florence. Et alors, le troisième colloque où il n'est pas venu, mais où il a écrit un texte absolument superbe que je vais vous lire, c'est porté sur l'Afrique. En disant tout ça c'est bien gentil, la Méditerranée, tout ça, mais on va regarder de l'autre côté, quoi. Alors là, il n'a pas pu venir parce qu'il commençait vraiment à être âgé. Et puis lui aussi, il a tout de suite dû voir que c'était magnifique, symbolique, formidable. Mais bon, quand on est né en 1878, si vous voulez, pour faire la paix en 1960, avec tous ces conflits, je veux dire, bon, une fois ça va, mais peut-être que deux. Et puis à ce moment-là, il avait aussi, encore une fois, d'autres choses à faire. Alors, justement, Joe Golan écrit après, j'ai fait de mon mieux pour répandre autour de moi un peu de la bise florentine. Et je n'ose dire que le résultat a répondu à mon attente. On est en 60, on est avant la guerre de 67, n'oubliez pas. On est juste après Suez. Donc, vous comprenez, et puis la France, c'est la guerre d'Algérie, avec les Français qui accusent les Israéliens d'aider le FNL, etc., etc. C'était quand même un peu compliqué à gérer avec les interdictions, avec l'impossibilité de se parler, etc. Alors, à la fin, les gens ont été naturellement un peu sceptiques. Voilà le texte dont il envoie pour le colloque de 1961, donc aussi qui est dans les études méditerranéennes. Je cite, « L'histoire moderne prétend nous enseigner que la paix n'est possible que si les gouvernants arrivent à une entente. Les peuples les suivent. Nous pensons différemment. En cette heure où finit l'histoire moderne et où, espérons-le, quelque chose n'a pas encore de nom, commence, il faut avant tout que les hommes de bonne volonté se parlent, comme eux seuls savent le faire. Je désigne par ce terme évangélique ceux qui, en cette heure chaotique, voient en commun la réalité de la situation humaine et tendent en commun vers une communauté humaine, qu'ils s'entraident à regarder, qu'ils s'entraînent à désirer, qu'ils se parlent vraiment et leurs peuples les suivront et les gouvernements suivront les peuples. C'est l'heure. Il est de bon augure que pour la première fois, l'Afrique élève sa voix. Pour la première fois dans l'histoire de cette planète, les continents peuvent se parler, qu'ils le fassent en vérité. » Fin de citation. Donc, vous voyez, là, il y a aussi, encore une fois, un pathos formidable qui sert justement soit à conclure, soit à ouvrir des conférences, mais qui est quelque chose qui dit, bien évidemment, du vrai, le rapport avec justement les politiques, les non-politiques, les gens qu'on envoie en disant « moi, j'irai pas parce que je suis député, parce que ceci, et si on sait que je suis à côté de trucs, ça va pas aller, parce que machin va pas vouloir », alors c'est le seul petit rôle que peuvent avoir des intellectuels, des profs. Celui, par exemple, qui a fondé le Centre de recherche français de Jérusalem en 52, a beaucoup travaillé en Iran, Jean Perrot. Et quand, après Khomeini, après tout ça, il a fallu recommencer à jeter des ponts. Il était hors de question qu'un politique mette le nez là-dedans. Alors, on a envoyé des profs, on a envoyé des archéologues. Et ceux-là, ils sont quand même moins dangereux. On va les amener avec leur brosse à dents, ils vont s'amener sur le truc, on va mettre des philologues, ils vont mettre des notes de bas de page, ça va être très bien. Et puis, on va commencer à bavarder. C'est exactement ce qui s'est passé. Et donc, petit à petit, bien évidemment, le ministre de l'Éducation, le ministre de la Science, etc., on dit non, mais nous, on veut aussi, c'est pas… Et donc, je pense que c'était aussi l'idée derrière ces études méditerranéennes, alors qui, après, se sont arrêtés comme, pour par faute de combattants, et puis après, c'est la guerre 67. Donc, alors, Boubert meurt en 65, heureusement pour lui, et puis après, c'est 67. Donc, c'est une toute autre galaxie qui se met en place, de drames, de tragédies, y compris même pour le bassin méditerranéen, parce que parmi les crises que vous voyez aujourd'hui, le Liban compris, je ne veux pas ni dire de méchanceté, ni être inutilement provoquant, mais on a quand même toute une série de pays autour de la Méditerranée, dont le programme politique, c'était de mettre les Israéliens à la mer. Et après, on discute d'autres choses. Et maintenant, d'ailleurs, la jeunesse dit, bon, bah, écoutez, de toute façon, ils sont là. Alors, il faut faire avec, et on ne va pas discuter d'autres choses parce qu'on a ras-le-bol d'être dans des pays où la moitié des gens vivent en dessous du seuil de pauvreté. Je dis la moitié, je suis gentil, alors qu'il y a la rente pétrolière et qu'on pourrait s'arranger et quand même faire que ces pays, bon, on voit bien pour le Maroc, on voit bien pour l'Égypte, et on voit ça encore plus en Algérie, quoi. Que les gosses disent, maintenant, c'est fini, quoi. Vraisemblable, avec tout l'argent qu'on a, on est absolument incapable de faire autre chose que… Vous savez, à l'époque, il y avait Marcel Gauchet avait écrit un article
assez sanglant, mais qui était pas complètement faux, qui s'appelle Les droits de l'homme ne sont pas une politique. Vous savez, c'est très important, les droits de l'homme, mais ce n'est pas la totalité de la politique. Alors, régler le problème palestinien, qui est une tragédie épouvantable, qui est une chose vraiment compliquée, plus que compliquée, à gérer des deux côtés, bien évidemment. Parce que qui est-ce qui s'est installé dans cet État d'Israël en 48? C'est des gens qui sont venus quasiment à pied de Dachau et de Treblinka. On oublie ça. Et encore aujourd'hui, ça fait juste 2 ou 3 générations, hein, les gens parlent de leurs grands-parents. Alors même si on dit c'est l'instrumentalisation de la Shoah, etc., bien évidemment, c'est ça. Mais quand même, le fond de l'affaire, il est quand même là. Les gens habitaient Munich, Francfort et Berlin, et que quand ils ont réussi à échapper au massacre, là, à ce moment-là, et Buber a été très important, parce que Buber, c'est pour ça qu'il faisait son séminaire sur la formation. Il a même créé une boutique, il a créé un séminaire pour les formateurs en disant, mais on va avoir 1 million de gens qui vont arriver. Alors, on va laisser un peu Heidegger et tous nos bac plus 15 de côté, et puis on va faire avec, quoi. Enfin, on va quand même essayer de faire que ces gens-là puissent s'intégrer. Et là, j'allais dire, il a réussi. Ça dépend. Là, heureusement, on n'a pas de badge. Mais dans ces cas-là, vous avez toujours des gens qui disent il n'a pas du tout réussi, on a maltraité les Marocains, ce qui est tout à fait vrai, on a encore une minorisation avec les séfarades, etc. Comme toujours, c'est vrai et pas vrai, c'est-à-dire qu'on voit quand même de plus en plus le fossé qui se comble, mais un peu pas autant qu'on le dit, quoi. Enfin, moi, malheureusement, je n'ai qu'un tout petit bout de la lorgnette, qui est celle des universitaires de l'université hébraïque. Quand je suis arrivé, je crois qu'il y avait 1 ou 2 séfarades, un peu plus en médecine d'ailleurs, parce que forcément, les qualités médicales et la médecine, c'est quelque chose d'ancestral. Hein. Il n'y a pas de communauté juive qui est créée s'il n'y a pas de médecins, mais depuis le Moyen-Âge. C'est la raison pour laquelle il y a toujours eu des médecins juifs, on en parlait tout à l'heure à Rome. Hein, parce que, 1, il faut lire la Torah avec son fils, donc pas d'analphabétisme, et 2, pour les problèmes de loi de pureté et les problèmes de cache-route, il faut des médecins. Et donc, vous avez, depuis le XVIe, notamment en Italie, des médecins juifs. Donc là, vous avez un trend comme ça, jusqu'à aujourd'hui. Comprenez? Alors on le dit avec un sourire, en rigolant, en regardant la liste de l'internat, en disant tiens, j'en ai. Mais comme toujours, même les préjugés véhiculent quelque chose de réel. Surtout, vous ne pouvez pas empêcher qu'il y a de la réalité derrière. Alors maintenant, avec ces questions méditerranéennes, c'est bien sûr extrêmement compliqué, puisque tous ces pays, et on comprend très bien, ont aidé la nébuleuse d'abord, et puis la politique palestinienne, et puis les Juifs de ces pays ont été expulsés. On ne les a pas gazés, mais on les a expulsés. Donc c'est une partie de ceux-là qu'on a retrouvés en Israël. Donc dès que vous avez un débat là-dessus, ça sort, mais un quart d'heure après. Même si c'est après du niveau du grand-père, bien évidemment, parce que les gosses, ils sont nés à Tel Aviv, où vous voulez, quoi. Donc, vous voyez, c'est pas. Dès qu'on sort de la rhétorique, de la philo et de la littérature, on est quand même un tout petit peu dans les coins et ça va pas s'arranger. Je ne veux pas être. Moi, ça m'est égal, je suis à la retraite, donc je peux dire ce que je pense. Ça va pas s'arranger. Hein, alors, ils sont contents parce qu'ils ont mis Netanyahou dehors. Bon, on va en parler au déjeuner, mais celui qu'ils ont pris à la place, M. Bennett, je peux vous dire que la Jérusalem qu'on a connue, Cheikh Jarrah, etc., quand on allait là, ça, alors de manière sans bruit comme ça, hein, bien évidemment. Donc ça, c'est très très problématique. Et là, l'héritage de Buber. Alors Buber apparaît comme ça, comme toujours, comme espèce de rappel, quoi, en disant, vous savez, ça fait longtemps qu'on vous l'a dit. Hein. Mais les collaborateurs, les gens qui travaillaient avec Buber, les dignitaires palestiniens, la famille Husseini par exemple, qui travaillaient avec Buber, il y en a qui ont été assassinés. Dans ce Brit Shalom qui est après devenu l'Iroud, donc l'Union, il y en a qui ont été assassinés le lendemain. Et aujourd'hui, étant, j'allais dire français et catholique sociologique, vous arrivez à être au milieu à cause du lycée français, etc. Et j'ai rencontré, donc on voit des gens des grandes familles chrétiennes de Jérusalem qui envoient leurs gosses au lycée français. Quand vous demandez à voir les papiers de famille, le diaire du grand-père, etc., et les copains vous disent, non, mais là, je peux bien te montrer 2 ou 3 lettres de Buber parce que je t'aime bien, mais le reste, non. Parce que sinon, on va passer pour des collaborateurs, non pas nous, mais nos grands-parents. Hein, justement, s'ils sont allés là, et ça serait bien sûr absolument fascinant, ça, j'ai pas accès à ça, moi, de ce qui s'est passé dans la presse arabe, de ce que les Arabes, quand ils sont revenus, parce que là, c'est bien, on envoie des princes héritiers, eux, il leur arrive rien, normalement, mais pas les profs, les journalistes, etc. Qu'est-ce qu'on sait de tout ça? Rien. Quelle que soit la langue qu'on pratique, parce que, bon, j'ai demandé un peu, toujours, on a maintenant des traductions en arabe de Buber.
sur le chassidisme d'ailleurs. Moi, je ne lis pas l'arabe, mais je vois juste la tronche, quoi. Vous voyez, Boubert, quand vous passez, vous savez, à l'université hébraïque, vous avez un côté islamica et un côté judaïca, c'est l'orientalisme. Donc, vous avez tous les livres sur le monde arabe qui sont absolument prodigieux, parce qu'ils savent toutes les langues, bien évidemment, puisque les grands-parents viennent de partout. Les gens qui viennent du Yémen, c'était incroyable. Et tout d'un coup, je vois 2 ou 3 fois la tête de Boubert. Je dis, tiens, sur la couverture. Je dis, tiens, c'est quelqu'un pour moi, ça. Alors, je retourne. Parfois, vous avez le titre en anglais, et parfois, je vais juste demander à un collègue arabisant en disant, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, vous avez Je et tu, mais Je et tu avait déjà été traduit à l'époque de Boubert. Et vous avez les textes sur le chassidisme et l'histoire des religions. Parce que ça, ils sont contents. L'histoire du messianisme, etc., c'est aussi des choses qui les intéressent, bien évidemment. Vous avez des textes de Scholem, tout ça, c'est traduit. Et le livre central pour nos opérations, que je voulais apporter, mais je n'ai pas la version livre de poche, ça s'appelle Une terre et 2 peuples. C'est tous les textes de Boubert sur les rapports avec le monde, sur le conflit judéo-arabe. Depuis 1912-1913. Ça s'appelle Une terre et 2 peuples, et c'est même en livre de poche en France. Et là, vous avez tous les textes de Boubert là-dessus. Donc, c'est absolument, au moment de l'assassinat de Bernadotte, au moment où le King David explose, enfin, comme vous savez, il y a quand même une histoire absolument incroyable. Donc, regardez ces livres-là, parce que c'est vraiment, les textes sont vraiment très intéressants. Et aujourd'hui, bien sûr, ils sont en arabe et ils commencent à reparler, puisque ça va tellement mal. C'est de nouveau, on en a parlé hier ou ce matin, c'est de nouveau un pays pour 2 peuples, quoi. On ne sortira pas, parce que de toute façon, ils ne rendront rien. Et que même s'ils rentrent, ça sera un gruyère, quoi. Maintenant, vous avez vu comment la politique prend des métaphores comme ça. Pour l'Allemagne, on parle de l'Union jamaïcaine à cause de bleu, rouge, machin. Et puis là, on parle de gruyère de l'autre côté. Vous voyez comment le débat politique dérape. Et donc, on revient à cette idée-là. Et d'ailleurs, les gens vous disent, mais déjà, une terre et 2 peuples, c'est déjà ce qui se passe. Parce que même des gens qui sont dans les implantations, ils savent l'arabe, ils les voient tous les jours, etc. Et les Palestiniens, bien évidemment, savent l'hébreu parce que la plupart du temps, ils travaillent de ce côté-là. Mais quand même, alors ça, je vous ai dit le côté optimiste, le côté catastrophique, c'est qu'on a fait une étude il n'y a pas très longtemps, c'était dans Haaretz. Vous savez, vous pouvez lire Haaretz en français, hein, je vous signale, ceux qui sont connectés là ou abonnés. Non seulement vous avez Haaretz en anglais, mais vous l'avez en français, parce que Google Trad ou quelque chose comme ça. Alors, il faut sûrement vérifier. Enfin, je veux dire, vous pouvez être quand même plus proche de toutes ces questions-là. On s'est aperçu qu'il y a à peine 5% des Israéliens qui lisent l'arabe. Vous comprenez? À part les espions, quoi, à part l'intelligence et les Moustaravim et tous ces gens-là. Vous avez 5% des Israéliens qui lisent l'arabe assez bien, qui peuvent lire un livre en arabe. Vous avez après un autre cercle un peu concentrique où il y en a de nouveau 5-6% qui peuvent lire un article, qui peuvent parler sans pouvoir le lire, etc. Et tout le reste. Comment voulez-vous monter un pays comme ça dans l'état actuel? Et c'est pour ça que Boubert avait dit, bon, l'université hébraïque, c'est formidable, les mandarins, les bac+15, à l'Esclar, les prix Nobel, on est d'accord. Mais il faut une bibliothèque dans tous les villages et il faut que les gens apprennent l'arabe dès la terminale, enfin avant le baccalauréat. Alors là, ça c'est pourtant encore drôlement en plan, quoi, hein, parce que c'est la langue de l'ennemi, quoi, pas encore. Puis dès qu'il y a un attentat, vous comprenez, que ceux qui connaissent le pays savent bien ce que c'est. Immédiatement, vous avez les sirènes, la télé, on voit les mères qui pleurent, etc. Et donc on dit bon, écoute, pour l'instant il n'y aura pas de cours d'arabe pendant 1 mois. Pas difficile, hein. Donc là, si vous voulez, il y a du boulot, et de l'autre côté, le nationalisme étant monté, bien évidemment, à peu près autant que le sionisme, ça se radicalise beaucoup plus, quoi, hein. Puis maintenant, vous savez bien les problèmes à l'intérieur de la Palestine, de la corruption, etc. Ça, c'est pas la peine de revenir là-dessus, parce que c'est un alibi classique aussi. Ils sont tellement corrompus que c'est pas la peine. Donc, vous voyez, vous avez toutes ces questions-là, tous ces projets, ces espoirs, cette utopie, et aussi un peu de réel politique dans la pensée et dans les textes de Boubert. C'est ça qui est intéressant. Donc, je vous encourage à lire ce livre qui s'appelle Une terre et 2 peuples et à reprendre. Vous voyez, j'avais quand même un vrai texte tapé à la machine. Donc, à reprendre ce dossier. On pourra d'ailleurs le faire ensemble à une autre occasion. J'ai toute la correspondance avec Golan, j'ai toute la correspondance avec ce Hénin, cet Égyptien donc qui était là-bas, et puis avec la Pira, bien évidemment, les conclusions, et puis je voulais terminer par ça, parce qu'il s'agissait de l'amitié judéo-chrétienne et la commémoration de Jules Isaac. Parce que forcément, on se demande toujours à ce moment-là où sont les autres participants, etc. Alors, vous avez un très beau texte de la Pira sur Jules Isaac, qui date de 64,
à Florence, il y a un congrès pour la commémoration, je pense, de la mort ou de Jules Isaac, où vous avez un bel article de Jacques Madol, qui était le président de l'Amitié judéo-chrétienne, et un très beau texte de Lapira sur Jules Isaac, avec encore, vous savez, ça ne s'arrête jamais, hein, le secrétaire de cette association judéo-chrétienne, qui s'appelle Aldo Nepimodona. Et Nepimodona, pour les italianisants, dans cette salle, c'est bien sûr une grande famille juive italienne, spécialiste de littérature, aussi il y a des grands médecins c'est-à-dire, vous savez, ça n'arrête pas, quoi. Et encore une fois, c'est pour ça que c'est si intéressant. Eh bien, je vous remercie de votre attention et merci de m'avoir écouté. Je suis désolé pour le caractère un peu comme ça, un peu passionné de ce passage, mais je vous promets qu'il y a un texte dactylographié. Je vais reprendre tous les détails que vous voulez hein, dans la discussion. Donc, on repart du bon pied. Voilà. Un immense merci, Dominique. C'était passionnant, vraiment plus qu'une vision tentaculaire de la Méditerranée, une vision relationnelle de la Méditerranée, extraordinairement belle, vraiment au commencement et la relation. Pour que tu nous rappelais, pour que quelque chose commence, il faut que les hommes de bonne volonté se parlent. Les gouvernements suivront les peuples et donc qu'ils se parlent en vérité. Tout cela nous parle beaucoup ici à l'ICM, à l'Institut catholique de la Méditerranée, d'une part dans notre processus méditerranéen qui est en place, d'autre part avec l'expérience de la Maison de la Sagesse, une dizaine d'années, mais Christophe, tu nous en diras quelque chose, où ces chercheurs de la Méditerranée se parlent avec ce think tank sur Israël que nous sommes en train de mettre en place, avec le pôle de recherche sur le mystère d'Israël avec Marie-Laure Durand, qui pourra nous en dire un mot. Tout cela nous parle beaucoup, bien sûr, à l'ISTR, où nous essayons de mieux comprendre ces cultures et ces religions. Le dialogue du salut, le laboratoire de recherche en vue des 30 ans de l'ISTR avec Christian Salançon. Voilà, tout cela, c'est au cœur de notre recherche et de nos préoccupations. Et il y aura aussi des cours sur Buber, sur le dialogue cette année, mais c'est Colette, la directrice de l'ISTR, qui nous en parlera. Je laisse la place aux questions. J'imagine qu'elles seront nombreuses parce que cette vision, eh bien, elle devient de plus en plus tentaculaire. Hein. À vous la parole. Ça, c'est le mauvais pied. Rien que le travail sur la liste, ça vous permet de commencer par la deuxième question, si la première est toujours difficile à poser. Rien que le travail sur la liste que j'ai sous les yeux, là, donc 1er au 5 octobre 1960, vous avez une quarantaine de noms. Bon, il faut se mettre à plusieurs pour identifier tous ces gens-là, quoi. Hein. Dans les commissions, la promotion économique, la réforme de l'éducation. Donc, vous voyez que Buber, c'est aussi une des raisons pour lesquelles ils ont invité Buber. Et le passage de la société traditionnelle à la société moderne. On voit ça aujourd'hui. Hein. Vous avez ça en Israël, vous avez les gens qui ont les smartphones, etc. Et puis de l'autre côté, les oliviers, et les gens. Et puis les Français qui parfois disent que c'était une belle société traditionnelle, les Israéliens ont tout cassé, etc., avec les femmes qui mouraient en couche, quoi. Hein. Donc on peut aussi. Donc rien de cette liste-là est quelque chose de tout à fait extraordinaire. Il faudra la publier, vraiment, hein, parce que ça interroge des tas de disciplines, encore une fois, hein, des gens, il y a des cinéastes, il y a Diop de Dakar, Paolo Vittorelli de Rome, de Damas, Umberto Compagnolo, etc. Donc vraiment, ça, c'est vraiment par ça qu'il faut commencer, quoi. Hein. Alors, il y en a qui sont moins intéressants, moins connus, mais il y en a, oui. J'ai beaucoup aimé votre conférence, mais je ne connais pas très bien Buber. Je vous conseillez de lire le livre L'univers du peuple. Et je serais curieux de savoir un peu quelle est la thèse que vous pouvez défendre à l'époque. Vous avez levé un coin du voile
en parlant du conseil pour les Juifs d'apprendre l'arabe. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Oui, alors ça c'est une très bonne question parce que justement ça a occupé Boubert une grande partie de sa vie. La thèse c'était vraiment un pays pour deux peuples, c'est-à-dire en disant c'est pas la peine. Le nationalisme c'est un truc occidental. Le nationalisme, on voit, ça a fait 2 guerres de suite, donc il faut arrêter. C'est pas la peine d'essayer de mettre encore un autre pays les uns à côté de l'autre, on n'y arrivera pas. Et donc, son idée, c'était, c'est pour ça qu'il parlait que la Pira parlait du lac Tibériade de l'humanité pour la Méditerranée, en disant, là, il faut une terre pour deux peuples, avec un peu à la Suisse. Avant, on disait à la libanaise, mais on voit bien que ça fait des catastrophes, mais à la Suisse, c'est-à-dire avec des cantons, avec des... Alors, Boubert a été très loin, là, parce qu'il était avec le maire, il y avait le maire, un des maires de Jérusalem, Teddy Kollek vient de Vienne, vous comprenez, il faut se représenter à l'époque, c'est des gens qui se connaissent tous, qui viennent du même endroit. Et donc, l'idée, c'était de faire un conseil municipal vraiment à 50-50. Au début, même Boubert dit, mais, et ça, c'est des problèmes presque philosophiques, si vous travaillez, si vous voulez une majorité, s'il y a une majorité, ça veut dire qu'on opprime la minorité. D'autant plus que n'oubliez jamais que l'écrasante majorité jusqu'en 48-50, elle est du côté des Arabes. Donc, vous comprenez, au moment de la déclaration Balfour en 17, qui est une déclaration, comme vous savez, on donne un home pour le peuple juif, c'est vraiment extrêmement selon les versions. Et les gens disent, mais qu'est-ce qu'ils ont besoin de ça? Nous, on vit avec eux. Ils sont à la mairie, les grandes familles, Rousseini, etc. On n'a pas de problème avec eux. Qu'est-ce qu'ils sont? Ils sont 10%. Comment ces gens qui sont 10% demandent 50-50 dans les, j'allais dire, dans les conseils d'administration, en tout cas dans les organismes politiques et la mairie. Donc, c'est ça aussi qui a tout de suite bloqué. Alors après, on a dit, OK, c'est pour ça que Boubert disait très bien, on est rentré chez nous, mais par la mauvaise porte. Une assez belle image, il y en a plusieurs comme ça dans ces textes-là. Hein. Ça veut dire qu'il n'y a pas de débat, c'est vraiment la terre du peuple juif. Et il explique ça d'ailleurs à ce moment-là quand il vient, il y a, même encore avant la guerre, avant la Deuxième Guerre avec Gandhi. Il a adoré Gandhi, comme tout le monde, il faisait des séminaires sur Gandhi. Et puis à un moment, Gandhi, je crois que c'est en 1938, fait un article en disant oui, les Juifs en Allemagne, il faut qu'ils fassent la non-violence, qu'ils se mettent devant, comme ça, devant les SS. Et puis, alors Boubert fait un gros livre qui est dans Une terre et deux peuples, hein, fait un gros article en disant mais Mahatma, c'est pas des bobbies anglais là les gars qui ont affaire. Hein. Ça va pas bien là, ça va pas le faire, comme disent les jeunes. Ça va pas le faire du tout. Et ça a été une immense déception, d'autant plus qu'on sait que maintenant, d'ailleurs, Gandhi était très lié avec, quand il était le jeune avocat, dans un cabinet d'avocats juifs allemands, avec un juif allemand qu'on a après identifié, etc. Enfin, encore une fois, on repart, ça repart là-dessus. Mais donc là, il y avait cette idée-là qu'il faudra vraiment mettre ces deux peuples dans une terre avec le problème qui est la majorité, qui est la minorité. Parce que le peuple juif avait vécu en Allemagne, c'était comme ça qu'ils étaient. Hein, on les appelait les citoyens allemands de confession juive, hein, mosaïque, et parfois de confession mosaïque, mosaïque confession. Et alors, pour se moquer d'eux, on disait mosaïque confection. Et après, d'ailleurs, quand on en est justement aux choses un peu plus détendantes, Scholem a été très lié à Boubert. Lui devait beaucoup. Sa génération, il me l'a répété plusieurs fois en disant, vous savez, Boubert a été pour nous, parce que tous ces juifs allemands dont on parle, Ancionas et tous ces gens-là, c'est une génération plus tard. Je veux dire, Boubert a été la personne qui les a remis en disant, vous savez, cette émancipation, c'est formidable, mais ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher comme on veut. Alors, c'est la Palestine, Jérusalem. En allemand, vous savez, Herzl avait fait un roman qui s'appelait Altneuland, qui s'appelait Pays ancien et nouveau, où les grands dignitaires de Vienne, ou de juifs viennois ou juifs galénois disent ouais, faites donc votre état là pour l'antisémitisme, c'est bien, et puis nous on voudrait être ambassadeur à Vienne ou à Berlin. Donc on voit bien que ce sionisme-là était aussi un sionisme extrêmement marqué par l'endroit d'où il est. Et Boubert leur dit, vous voyez, ce nationalisme, ça ne marche pas. Et nous, alors, il y a un ou deux textes tout à fait extraordinaires, mais compliqués. Nous, on est pour un pont entre l'Orient et l'Occident. Alors ça, c'est formidable, encore une fois, pour une conférence, pour un parti politique. Ça veut dire quoi? Vous comprenez, quand vous voyez l'Orient, vous voyez le père Freud, vous voyez Einstein, ouais, c'est comme oriental, c'est pas tout à fait ça quand même. Mais vous voyez, l'idée était là d'être un pont et surtout de faire un pays avec les deux peuples. Parce que, encore une fois, Weizmann disait ça aussi, en disant, mais on a déjà vécu 2000 ans en minorité.
Alors, on a voulu nous donner un peu peu de droit, on était toubib, banquier. Les dignitaires de la Gestapo ont gardé des comptes à la banque Mendelssohn jusqu'en 1938. Parce qu'au moins, là, ça marchait. Donc, à ce moment-là, vous voyez comment des sociétés sont complètement schizoïdales, quoi. Hein. Tout d'un coup, là, ça, on les met en prison, on les met. Vous voyez, c'est un peu l'histoire de Salomon, vous êtes juif. Ouais, c'est c'est dans la Grande Vadrouille, non? Ou dans le... Si, avec De Funès, avec son chauffeur. Jacob, hein. Et Rabbi Jacob. Et comment ça, mais Salomon, vous êtes juif? Donc là, il dit, mais comment ça, vous êtes juif? Alors, et l'Allemagne, c'était exactement ça. Avec les blagues habituelles où on disait, vous savez, on en a trouvé un pour faire de la publicité, une grosse publicité, un bel arien avec des cheveux blonds baraqués et les yeux bleus, pas de peau, c'était un juif. Un petit a dit, ça ne va pas le faire. Le premier ambassadeur en France, par exemple, ou en Allemagne, qui s'appelait Asher Ben Nathan, on l'appelait justement le Kurzachs, ou un des maris de Brigitte Bardot, là, israélien, quoi. Hein, et c'était effectivement, un titre d'ailleurs tout à fait formidable. Quand il est arrivé, il y avait des manifs contre l'ambassadeur d'Israël. Hein. Alors les bodyguards étaient extrêmement inquiets. Et lui, comme il avait été un baraqué de rugby, comme ça, il disait, écoutez, ouvrez la porte, on va y aller. Le type était absolument stupéfait. Le gars ouvre la porte et allait avec les étudiants en disant, bon, ben alors voilà, moi je suis né à Vienne. Voilà ce qui s'est passé avec ma famille. Donc, on fait comment là? Alors, les types avaient Raus mit Zionisme, pas de machin. Et allez, on y va. Donc, vous voyez, c'est tout cet imaginaire-là qu'il y a aussi dans cette affaire-là. Comment vous faites pour une minorité et une majorité? Hein? Pourquoi vous voulez toujours être en majorité? De qui? Contre qui? C'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Oui? Quelle est l'influence actuelle de la pensée de Martin Buber en Israël? Alors, c'est bien sûr une question qui fâche. Elle est, pas moi, hein, mais elle est très importante sur le plan des représentations, des icônes. Il est publié, il est traduit, il est travaillé, mais c'est pas parce qu'on travaille dans une université qu'il a une grande influence. Maintenant, il sort du purgatoire, si je peux prendre une parce qu'avant, c'était pas une insulte, mais presque, quoi, hein. Buber, c'est l'ami des Arabes. Il était, alors on lit les textes d'avant 48 et on dit, voyez bien qu'il était contre l'État d'Israël. Alors, quand on lit même un gauchiste israélien, avec les choses quand vous lui dites, mais il ne voulait pas l'État d'Israël, il dit, c'est quoi cette histoire? Donc, vous voyez, pour ça, on est encore loin parce que bon, les gens ne le lisent pas et puis que malheureusement, la Méditerranée est la seule manière de récupérer tout ça. Je vous laisse la réponse et je vous laisse le travail à faire parce que le fond de l'affaire là en Palestine, c'est terminé. Ils vont trouver des aggiornamento, ils vont trouver des accords, ce qui se passe d'ailleurs beaucoup avec régulièrement des pépins, quoi. Hein. Donc, si vous voulez, elle n'est pas encore aussi importante qu'on pourrait le savoir, mais dans le monde cultivé, elle est bien sûr, c'est présent. Moi, quand je vais chez des copains israéliens, je regarde toujours la bibliothèque, on a toujours les mauvaises habitudes, et il y a toujours un Buber. Souvent le chassidisme d'ailleurs, toujours un Buber, et souvent on dirait, mais c'était chez mon grand-père, ou c'était chez mon père, donc je l'ai pris et je l'ai mis là. Mais sinon, vous avez raison. Quand même, j'en ai parlé avec Shimon Peres, par exemple, qui s'est bagarré avec Buber quand il était jeune. Parce que pour lui, c'était du pacifisme, et puis en plus, vous n'oubliez pas que toute cette mythologie des kibboutz, etc., c'était pas des communistes, mais presque, quoi. Hein. Et donc, pour Buber est resté quand même un grand bourgeois de la mythologie Europa. Comme disaient d'ailleurs ses copains, c'est un des seuls, il n'a jamais ouvert la fenêtre, quoi. Il y a eu toujours quelqu'un, ce socialisme religieux, les gens se moquaient aussi un peu de lui, quoi. Et dans sa littérature, quand il écrivait, alors ça agaçait un peu Scholem, par exemple, qui était le grand spécialiste de mystique juive, et qui, quand il entendait parler comme ça avec les concepts de Buber, il disait, ça y est, ils sont encore en pleine buberté. Et ça marche dans toutes les langues, hein. C'est le folle buberté, etc. Donc, vous voyez, c'est pour ça, l'influence est quand même un peu, parfois, pas celle qu'on voudrait. Mais en tout cas, maintenant, il est beaucoup plus lu que quand je suis arrivé dans les années 80, quoi. Quand j'ai commencé à travailler dessus dans les années 80, c'était vraiment, et les philosophes et les judaïstes s'intéressaient plus à Franz Rosenzweig, quoi, en disant ça, il y a du lourd, il y a le débat avec le christianisme, là, on y va. Buber, et puis le grand homme à ce moment-là, c'était Leibowitz. Hein. Buber est mort en 65, et donc Yeshayahu Leibowitz, qui était en même temps un biologiste, un philosophe, avec une kippa, voulait absolument rendre tous les territoires,
Pour lui, le mur, il appelait ça le discotel. Le kotel, c'est le mur en hébreu. Hein, et il pensait que c'était Disneyland. Alors oui, c'était pas un ami, c'était pas un ami des hommes politiques. Donc il y a toujours eu ça, ce côté un peu empêcheur de tourner en rond. Hein. Alors après, savoir si ça a vraiment une influence, c'est un autre problème. Oui. Donc vous avez signalé en introduisant Martin Buber le fait qu'il s'est intéressé au texte hassidique et cette tradition est très fortement présente en Israël. D'ailleurs, c'est en train de devenir un problème politique parce qu'ils ont énormément d'enfants. Et donc à la fois, d'une certaine façon, ils profitent de l'État d'Israël, mais ils ne veulent pas fêter la fête nationale, ils ne veulent pas que leurs enfants aillent faire le service militaire, etc. etc. Donc là, il y a quelque chose qui est très intéressant. Et j'aimerais savoir si, dans les textes de Buber, il y a une réflexion par rapport à ces textes de l'Exode, dans lesquels il y a un message qui est donné à Moïse et qui dit qu'il va arriver dans la terre promise et qu'il va chasser le Hittite, le Jébuséite, je ne me rappelle plus, la liste est longue, et lui dit, mais surtout ne fais pas ça d'un seul coup, parce que le pays deviendrait un vrai désert, tu le feras progressivement. Bon, et d'une certaine façon, quand je regarde les intégristes juifs en Israël, j'ai le sentiment qu'ils reprennent un peu ça. Alors, quelle était la position? Est-ce que Buber a pris une position explicite par rapport à ça dans notre analyse? Alors, il était bien évidemment radicalement hostile à tout ce type de pensée. En plus, vous voyez qu'il est plus du côté des prophètes plutôt que du côté de la loi, quoi. Hein. Donc, il est plus de ce côté-là. Et c'était pas aussi sensible, puisqu'ils ont mis un moment avant tous ces intégristes. Ce qu'ils voulaient, c'est pas qu'on les embête, qu'il n'y ait pas de boîte de nuit trop bruyante, qu'il n'y ait pas de bus le Shabbat, en tout cas à Jérusalem. Et le reste, ça suffisait. Et vous avez raison, petit à petit, ils ont pris conscience de leur poids politique. Alors que Ben Gourion et même Pérez a laissé 1500 types s'installer dans les territoires en 67 ou 68 en disant bon, comme ça va nous faire une possibilité, on va pouvoir moyenner pour le deal, hein, et de toute façon ils reviendront et on va pouvoir avoir la paix contre les territoires. Sauf que maintenant c'est plus possible. Mais ça, c'était pas du tout le cas du temps de Buber et cette pensée-là politique des Haredim c'était un peu méprisant. Pour eux, c'était un petit parti qui a commencé à faire la loi pour les élections, mais Ben Gourion pensait toujours qu'ils allaient les avoir à leurs mains, quoi. Hein. Et maintenant, ce qui est encore pire, c'est qu'ils veulent pas se faire vacciner. Ah, bien évidemment, parce que c'est là-haut que ça se règle. Et alors moi, je reçois presque pour des raisons professionnelles une halakha, j'aurais pu vous faire le coup d'ailleurs, tous les matins. Et alors forcément, mes petits copains juifs athées sont fous furieux parce que de temps en temps, dans les dîners en ville, je leur dis, tiens, mais quand même, ce matin, il y avait dans le Shulchan Aruch, qui c'est les 3 volumes, où on vous dit de quel côté il faut mettre le pied quand vous vous levez, comment vous devez vous laver les mains, etc. Et je reçois ça tous les matins. Et alors, on discute, forcément. Un type dit, mais c'est quand même, nous, les Juifs, c'est vraiment pas rigolo. On a eu la Shoah et maintenant le Covid. Vraiment, ça va pas. Alors, un des rabbins, je sais plus lequel, lui dit, tu as raison. Quand le Messie va venir, ça fait partie des questions qu'on va avoir à lui poser. Donc là, vous commencez votre journée en disant, bon, ben... Donc, si vous voulez, ce problème politique du temps de Buber était quasiment inexistant puisqu'il meurt en 65. Et comme il était déjà sur des positions un pays pour 2 peuples, il s'est bagarré, par exemple, pendant un moment, il y avait tous ces problèmes de réfugiés, c'est ce dont il a parlé avec Dag Hammarskjöld, donc celui de l'ONU. Parce que Hammarskjöld lui a dit, mais enfin, qu'est-ce qu'on fait? Il y en avait déjà 600 ou 700 000. Hein. Donc là, il a plaidé. Alors, on a dans ces papiers, c'est des pétitionnaires, après, c'est des intellos, toute l'université hébraïque. En plus, ceux qui connaissent Jérusalem savent, c'est le Mont Scopus. Comme on a dit, oui, ben, ça, c'est les intellos qui sont là-haut. Ils se parlent en allemand, de toute façon. Bergman, le recteur, a été en classe avec Kafka. Donc, ce qui est vrai, comme vous savez. Non, mais c'est vrai. Pendant toute sa scolarité. Maintenant, les gens, c'est des choses qui sont assez connues. Donc, je veux dire, pour la population, comme on est, les types, il y a une famille qui revenait des camps de concentration. Les autres ont commencé par une guerre contre tous les pays arabes en 48. Donc, je disais, bon, écoutez, professeur Buber, bon, ça va, c'est d'accord, je et tu, etc. Mais ça va prendre un petit moment, quoi. Et ça risque d'en prendre un grand moment, quoi. Puisqu'effectivement, maintenant, il y a eu cette politisation de tous les côtés. Et encore une fois, je suis désolé, si on a des collègues, ils rendront rien. C'est pas difficile. Ils ne rendront rien.
Bon, alors après, c'est pas une raison pour continuer de se faire la guerre. Enfin, c'est quand même pour certains une raison, mais c'est pas la peine hein, d'essayer de fantasmer sur ça. Ils appellent ça là, tout ce que vous voulez, territoire occupé, territoire libéré, territoire ça. C'est vraiment. Et aujourd'hui, on les voit bien. Puis alors après, c'est des problèmes économiques, quoi. Hein. Les gens, vous avez un 5 pièces avec vue sur la Galilée, qui est le prix d'appartement, le prix d'un 2 pièces à Lyon, quoi. Hein. Donc il y a des gens, puis c'est pas leur histoire, hein. Ils disent mais moi je m'entends très bien avec lui, mon toubib est arabe, etc. Ce qui est vrai, ce qui est vrai. Donc est-ce que petit à petit, par ça, il y aura vraiment un pays pour deux peuples? Alors il faudrait quand même reconnaître ce qui a été fait, reconnaître les drames, et même, on en parlait hier ou tout à l'heure, indemniser les gens, parce qu'ils entendent les réparations allemandes, puis ils disent mais attendez, et nous? Nous, on habitait. Quand vous allez d'ailleurs en Jordanie, quand vous êtes invité à droite à gauche, en Jordanie, Égypte, vous n'avez pas de problème. C'est une paix froide, mais une paix quand même. Quand vous voyez les gens sur leur cheminée, ils ont les photos de la maison et les clés. Qu'est-ce que vous faites avec ça? On va pas raconter du Martin Buber, oui, qui me dit non, mais d'accord. Qui me dit d'ailleurs, moi, je ne veux pas revenir. Hein, je suis dans mon coin, je suis tout bide, mes enfants sont là, etc. Tout va bien. Mais quand même, qu'est-ce qu'on nous a dit? Qu'est-ce qu'on a reconnu? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, c'est là, à ce moment-là, ça devient difficile et délicat. J'ai deux questions. Oui. La première, c'est quelle est la spécificité de la traduction de la Bible de Buber? Oui. Et la deuxième, c'est est-ce qu'on peut dire que Buber a une théologie ou alors il est trop juif pour ça? C'est pas mal, ça. C'est pas mal, parce que, comme tu sais, l'idée même de théologie, pour certains juifs, est un contresens, est un non-sens. On disait la théologie, ça c'est l'histoire des chrétiens, nous, c'est pas notre truc. Bon, si c'est le discours sur Dieu, si c'est le discours avec Dieu, etc., bien évidemment, il y a une théologie. Hein. Il y a suffisamment de textes comme ça qui le montrent. Je passe d'abord à la traduction de Buber, à la traduction de la Bible. Alors ça, c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire, parce qu'il a vraiment... avec Rosenzweig, il dit mais c'est incroyable, on est invité à notre propre table, il n'y a pas c'est que les pasteurs qui savent l'hébreu. Là, c'est l'Allemagne de nouveau, c'est pas chez nous. Comme j'ai été enfant de chœur, grand clerc, etc., je peux dire quelques méchancetés sur notre Sainte Mère l'Église et les connaissances en hébreu de notre Sainte Mère l'Église, où on a ramené le Père Lagrange, alors pareil, on en parlait, qui monte une école biblique, donc il y a à peu près 100 ans, 120 ans, qui monte une école biblique à Jérusalem, l'histoire est bien connue. Et alors, on le met à Vienne avant de venir, parce qu'il faut qu'il y ait quand même un peu de science. Hein, mais Vienne, c'est des cathos. Donc, on fait la Wissenschaft, la science, la philologie bétonnée, mais quand même à Vienne, parce qu'il ne faut pas exagérer, quoi. Berlin, à Göttingen, il va prendre ça comme Spinoza, quoi, hein, comme Homère, quoi. C'est ça le dit, c'est ça l'enjeu, vous comprenez? Ou vous prenez les textes de l'Ancien, soi-disant Ancien Testament. Mon maître Lévinas disait toujours, il n'est pas ancien et c'est pas un testament, ce qui est tout à fait vrai. Hein. Non, mais n'oubliez pas, vous avez envie de dire chez Gallimard, quand vous allez acheter les écrits testamentaires, intertestamentaires, du plaisant, toi. C'est quoi cette histoire d'intertestament? Vous allez où, là? Ah, mais nous, nos amis juifs, mais non, pas du tout, jamais un juif a pu vous dire ça. Hein, il y a la Torah, les 5 livres, etc. Et puis, comme je disais tout à l'heure, mon maître Pierre Chaunu disait, de toute façon, les 3 évangiles, là, pas Jean, mais les 3 évangiles, c'est des midrash, c'est des midrashim, quoi. C'est des trucs de juifs écrits dessus. Alors, c'est pas tout à fait les mêmes que... Je reviens à l'école biblique. Le Père Lagrange, il va un an à Vienne, il arrive à Jérusalem, disons. Ou à Jérusalem, qui est-ce qui sait l'hébreu? Les protestants, calvinistes souvent, d'ailleurs, parce que calvinistes, c'est j'allais dire, les juifs de l'intérieur, hein, c'est les juifs des luthériens. Donc, ils savent très bien l'hébreu. Quand vous allez à Jérusalem, d'ailleurs, vous avez German Colony, qui sont des protestants qui sont venus bien avant les sionistes, en disant le Christ va revenir, il faut être là pour l'attendre. Et on apprend l'hébreu et l'arabe, et on amène nos industries, notre lycée, et on joue le soir du Jean-Sébastien Bach, parce que quand même, on n'est pas des primitifs. Hein. Et quand vous passez là, à Emek Rephaim, le CNRS est juste là. Donc, si vous venez nous voir, on vient là vous montrer. Il y a en gothique des passages de la Bible. Hein. Donc, vraiment, il y a cette imprégnation biblique. Et ce pauvre Père Lagrange, on commence à lui dire, bon, alors, comment vous avez trouvé? Alors là, je la fais un peu à la Hardisson, ce qui fait que c'est embêtant pour une caméra, mais alors, vous avez trouvé le Cénacle, la crèche, etc. Et alors, le Père Lagrange dit, vous savez... Enfin, on ne sait pas bien. D'ailleurs, la Via Dolorosa, elle n'est pas en réalité 5 mètres en dessous, peut-être 5 mètres au-dessus. Enfin, bref. Et là, c'est la catastrophe. Les types ramènent Lagrange en France, genre, pas de ça chez nous, hein, vraiment punis, ramènent, bien non, ça rigole pas. Et en plus, vous ne vous occuperez maintenant que du soi-disant Nouveau Testament, parce qu'au moins là, il y a quand même des textes, une tradition manuscrite, etc. Donc, le temps que l'Église catholique se soit mise à apprendre l'hébreu et à pas dire
tout type qui sait l'hébreu est en réalité un protestant, ça a coûté la chair d'Ernest Renan. N'oubliez pas, Ernest Renan est prof d'hébreu au Collège de France, ça nous met 1863-64. Il est boycotté le soir du premier cours, parce que le premier cours, il sert sa science allemande, alors avec comme le Yavis, le Héloïse, alors le formidable peu de babyloniens, enfin on n'avait pas encore tout découvert, hein, mais il fait comme ça. Et les gens, comme disent les jeunes, ils pètent les plombs, quoi. Il plaisante, là, ce professeur Renan, là. Et Renan, et en plus, comme chacun sait, qu'il sort droit du séminaire, hein, donc les gens se disent, bon. Donc il est boycotté, viré du Collège de France, et il ne sera réintégré dans sa chaire d'hébreu que au moins 10 ans après. Après, c'est encore plus intéressant que vous pensez, parce qu'on a pris un juif pieux, qui était Munk, qui avait traduit Maïmonide, qui lui signait rien le vendredi soir. C'est quand même génial. On vire Renan, parce qu'il sait pas mal l'hébreu, pas autant qu'on pense, mais là, alors il faut vraiment pas le dire, pas autant qu'on pense, mais il écrit très bien, quoi. C'est les Français, hein. Vous voyez, vous avez ça. Alors Renan, c'est formidable. Lisez l'État d'Israël, lisez l'histoire d'Israël, qui est maintenant chez Bouquin. C'est un truc absolument extraordinaire, c'est une prose. Dès que les gens écrivent bien, comme disait Madame Aubry, il y a un loup. Mais oui, c'est normal. C'est le cas de Maffignon. Alors, cette traduction de la Bible, elle est hantée par l'idée que c'est à nous, quoi. C'est-à-dire les Juifs. C'est-à-dire, Buber écrit, c'est quand même incroyable, il n'y a que les pasteurs qui sachent l'allemand. Nous, qui sachent l'hébreu. C'est eux qui traduisent, c'est eux qui nous expliquent ce qu'il y a dans le soi-disant Ancien Testament. Et donc, tout son truc toute cette traduction de la Bible, il y a un effet Chouraki pas complet, c'est-à-dire un effet de revenir dans la littérature allemande et se bagarrer avec la littérature allemande elle-même. Il a Grimm, ils ont les contes de Grimm, et Grimm et la philologie allemande sur le bureau. Et alors, ce qui est formidable, ça c'est je l'ai tu, ce qui est formidable avec Buber, c'est que, alors il y a les comptes rendus, hein, ça sort de 25 à 29, et ensuite dans les années 60. Alors vous avez toujours des profs ou des rabbins qui disent « Bon, écoutez, il ne faut pas exagérer, là, vous avez été un peu fort. » Il répond, il dit « Mais attendez, vous plaisantez, là. » Il y a la royauté, quand ça s'appelle la royauté de l'esprit, ou son livre Königtum Gottes, la royauté de Dieu, qui est paru, je crois, chez Albin aussi, qui est un livre d'exégèse sur tout ce qui reste de sa traduction de la Bible. En disant, moi, j'ai traduit la Bible et voilà ce qu'il y a dedans. Et là, il y a la première édition, la deuxième édition et la troisième édition. Il répond aux objections. Le type lui dit, mais enfin, vous rigolez, 1 Samuel 4, comment avez-vous pu… Alors après, c'est de l'allemand. Les prophètes, c'est Künder. Le début, par exemple, le monde était Toibohu, c'est Virzal ou Irzal. Il y a aussi des assonances absolument formidables. Non, là, vous avez un peu de ça aussi chez Chouraki. Pas complètement, on dit toujours, ils habitaient la même rue. Hein, Chouraki était en bas et Buber était en haut. Donc là, il y a de ça dans cette traduction de la Bible. Et il a essayé justement de se battre sur le terrain de la philologie. D'ailleurs, il disait bien, il y a parmi toutes ces sources, parce qu'alors du temps de la République de Weimar, c'est un puzzle, hein, il ne reste plus rien de cette Bible-là. C'est pour ça que les cathos, d'un autre côté, on dit, bah, écoutez, on va arrêter, sinon c'est comme avec le savon, quoi. Hein, ça, c'est une période, ça, c'est une deuxième période, ça, c'est Yaviste 2, 3, 4, Héloïse 4, 5, 6, etc. On va où, là? Et Ricoeur ou Paul Beauchamp disaient, le problème, c'est de savoir ce que ça veut nous dire. Vous pouvez toujours dire que c'est découpé dans tous les sens. Alors, eux, ils avaient mis, il y en a un, c'est la source R, rédacteur, le rédacteur. Et eux, ils ont dit, c'est notre R, c'est rabbin, notre rabbin, rabbeinu. Et donc, tout d'un coup, le truc change. En disant, vous pouvez continuer à faire votre cuisine, là, on le fait ensemble, il y a là. Et on y va, il n'y a pas de problème, parce qu'avec Buber et Rosenzweig, c'était pas des types qui disaient, non, mais vous commencez à tripoter, c'est pas de ça vient de là-haut. Non, c'est comme je dis parfois de temps en temps, là aussi, ça va être un peu embêtant, le Saint-Esprit est un esprit saint, on est tous d'accord, mais ses connaissances d'hébreu étaient parfois extrêmement chaotiques. Hein, mais bien évidemment, tout le monde sait bien que c'est une bibliothèque qui a été faite sur 10 siècles. Non, mais il faut l'expliquer, ça, et puis il faut en rendre compte, c'est pas pour ça. Justement, les piétistes allemands disaient plus il y a de fautes, plus c'est vrai. Et oui, parce que c'est des bergers, les types, c'est la tradition orale, on sait bien, c'est des choses qui sont répétées comme ça. Donc c'est mal écrit, mal entendu, mal refait, etc. Donc plus il y a de notes de bas de page, contrairement à ce que pensaient les cathos de l'époque, plus il y a de notes de bas de page, plus c'est authentique. Merci, j'allais dire Martin, Dominique. Oui, nous planterions bien volontiers nos tentes ici. Colette, directrice de l'ISTR, qu'est-ce que tout cela a à voir avec le programme de l'ISTR de cette année? Encore une fois, merci Dominique.